qui va être interviewé par Anita Hausser. Et la ministre est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer par quelques questions quand même à vous, Madame la ministre, sur votre parcours et puis les différents enjeux de votre mandat national. Mais ensuite, voilà, ce sera vraiment, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez creuser un peu et puis poser toutes vos questions donc, sur tous les sujets du parcours des femmes en politique à la fameuse loi de la réforme territoriale. Nous sommes très éblouis. Bonjour, bonjour Madame Grelier. Vous êtes entrée au gouvernement au mois de février. Ah bon, alors est-ce que vous m'entendez comme ça? Bon, alors j'ai deux annonces à faire. La première, c'est qu'il faut que nous libérions la salle pour 12h45. Ah. Il faut que nous libérions la salle pour 12h45. Est-ce que c'est mieux? Bon. Et la deuxième chose, c'est dans la continuité, il faut bien parler près du micro lorsque vous poserez des questions, puisque j'en fais l'expérience. Madame Grelier, vous êtes donc, je disais, entrée au gouvernement en février dernier, en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales. Vous n'avez pas eu besoin de faire d'apprentissage, parce que vous êtes une pro de l'interco des collectivités territoriales, et en fait, vous êtes presque tombé dedans quand vous étiez jeune, et je voudrais savoir pourquoi. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis ravie d'être ici ce matin et d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Moi j'ai commencé la politique à 27 ans en devenant président de la communauté de communes de Fécamp, qui est située tout près d'Étretat, entre Le Havre et Dieppe pour faire bref. Je suis rentrée en politique parce que j'ai eu un engagement que j'ai toujours chevillé au corps. Je suis vendéenne, j'ai croisé tout à l'heure des élus vendéennes. Je suis vendéenne d'origine et à un moment de ma vie, et assez jeune, venant d'un milieu populaire, je me suis rendu compte de manière très dure, et ça m'a certainement amené à des colères intérieures froides, que vous n'aviez pas les mêmes chances dans la vie si vous veniez d'un milieu populaire que si vous veniez d'un milieu beaucoup plus aisé. Le fondement de mon engagement politique, et qui m'anime encore aujourd'hui, est celui-ci. Moi, je dois à l'école d'avoir pu faire finalement ce qui me va dans la vie, et j'en suis extrêmement reconnaissante, ce qui m'a valu un engagement militant de gauche, comme vous ne l'ignorez pas. Ensuite, dès votre jeunesse? J'ai eu ça... non, votre engagement? En fait, l'histoire est assez simple, et parce que je me sens en confiance avec vous, en remerciant la presse de ne pas relater ce point. Ma mère était dame de cantine et femme de ménage dans le collège dans lequel j'étais collégienne, dans lequel j'étudiais. Et je crois qu'il y a parfois beaucoup de violence, y compris dans les cours de récréation, et c'est certainement à ce moment-là que je me suis aperçue que les choses étaient moins aisées quand on venait d'un milieu populaire, dont je le dis ici, je suis par ailleurs extrêmement fière. Et vous vous êtes engagée, encartée, si je puis dire, à quel âge? Je me suis encartée, j'allais dire relativement vieille, ce qui serait pas tout à fait exact, mais je me suis encartée en 2001, quand j'ai décidé de me présenter aux élections municipales à Fécamp. Je le dis devant les élus femmes qui sont ici. Mon père spirituel, celui qui m'a dit qu'il fallait que je m'engage en politique, que j'avais ça en moi et qu'il fallait transformer ce qu'on avait en soi en action publique positive pour les gens, s'appelle Patrick Jeanne, et il était alors maire de Fécamp, et il n'a eu de cesse, et n'a de cesse encore aujourd'hui, de me soutenir. Donc ça a été une personnalité importante dans ma vie publique, qui était éducateur spécialisé, directeur de SECPA, très favorable aux secondes chances et extrêmement favorable à renouveler le profil des élus, à commencer par sa propre commune. Et je veux dire ça avec la grande affection que je lui porte encore. Ah, vous étiez très jeune. J'avais 27 ans, ce qui, vu de loin, cumulait deux inconvénients. J'avais 27 ans, ce qui est relativement jeune, en particulier pour le secteur dans lequel j'étais élue, et j'étais une femme, ce qui n'était pas non plus
forcément Voilà. pour moi un avantage. Même si, et je veux être extrêmement clair sur ce point, j'ai bénéficié d'un accueil très favorable des maires de l'intercommunalité, qui étaient très, très largement, majoritairement des hommes et plutôt plus âgés. Et je n'ai pas eu, dans mon mandat local, forcément, jusqu'à peu d'ailleurs, eu à subir le fait que j'étais et jeune et femme. C'était la même chose au sein de votre conseil? Au sein de mon conseil, c'était la même chose. Les choses se sont un peu gâtées récemment dans le cadre d'une élection municipale que j'ai vécue durement au plan personnel. Et puis ensuite, j'ai fait l'expérience de l'Assemblée nationale après avoir été député européen. Vous savez, le Parlement européen, très engagé sur les questions d'égalité hommes-femmes. J'ai ressenti, si je vous le dis en politiquement correct, que les choses étaient moins ancrées à l'Assemblée nationale. On peut le dire comme ça. Est-ce que cet accueil favorable, honnêtement, a été dû au fait que vous étiez déjà une pro? Est-ce que vous avez fait des études qui vont dans ce sens? Je pense que l'accueil favorable, il est aussi peut-être aussi dans la posture qu'on a vis-à-vis des gens. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivée en expliquant que je savais tout et que je n'avais rien à apprendre. Je me suis plutôt mis dans une position d'un territoire dans lequel je vivais, mais que je connaissais moins bien que les élus qui m'entouraient. Ils m'ont beaucoup appris et je pense que chacun s'est finalement honoré d'apprendre de l'autre. Et les maires, d'ailleurs, toutes tendances confondues, je le sais, regardent mon parcours avec toujours une attention bienveillante. Donc, après, la vérité, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour porter des projets, les organiser, faire évoluer l'intercommunalité que je présidais, organiser des services publics beaucoup plus importants pour les habitants, et qu'à un moment donné, c'est la compétence dont vous pouvez témoigner, la vigueur et l'énergie avec laquelle vous portez les projets qui convainc peut-être et dépasse les doutes que peuvent générer votre jeune âge et votre sexe. Alors, sans vouloir faire de flagornerie, vos compétences sont reconnues sur tout l'échiquier politique. J'ai eu des témoignages vous concernant à droite comme à gauche, évidemment. Comment vous êtes venue cette passion des collectivités territoriales? Eh bien, moi, je pense... déjà, j'aime les gens. Alors, je sais que c'est très basique de dire ça, mais... encore aujourd'hui, je rentre tous les week-ends chez moi, tous les samedis matins, je vais sur le marché, je rencontre les gens et j'aime ces rencontres. Et je trouve que le meilleur moyen de convertir finalement l'énergie que vous donnent les gens dans leurs conversations, aussi parfois dans leurs inquiétudes, dans leurs difficultés, c'est finalement l'action publique locale. Et je considère qu'il y a vraiment beaucoup de solutions qui s'élaborent dans les territoires, à proximité des gens. Moi, quand j'ai décidé, en tant que président de l'intercommunalité, de renforcer, par exemple, le service d'accueil de la petite enfance, de ne pas concentrer les structures dans la ville-centre, de les organiser aussi en milieu rural, j'ai eu l'impression, qui a été confirmée par les habitants, que ce service répondait à une vraie demande du territoire. Et je trouve qu'il y a un rapport entre ce que nous décidons et ce que nous faisons en tant qu'élus locaux et élus locaux, et vous le savez, qui est particulièrement enthousiasmant. Vous décidez de faire un centre aquatique, vous faites un centre aquatique. Vous décidez de plaider auprès des interlocuteurs régionaux, départementaux pour réhabiliter une ligne ferroviaire, ce qui va être le cas. Vous avez l'impression de peser sur finalement le dessin de demain de votre territoire. Après, je suis législateur dans l'âme. Voilà. J'aime la fabrique de la loi. Je trouve que c'est absolument passionnant de pouvoir écrire la loi. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport qui est différent à la réalité du terrain que moi j'aime et j'apprécie particulièrement. Alors là, vous écrivez, si je puis dire, une loi compliquée qui est la création, enfin l'achèvement de la création des intercommunalités. Et c'est vous qui accompagnez cette réforme qui, semble-t-il, se met en place plus ou moins rapidement, dans les délais, avec des réticences. Alors, j'ai la grande particularité en tant que secrétaire d'État aux collectivités territoriales finalement d'assurer la mise en œuvre sur le terrain d'une loi sur laquelle je me suis, vous l'avez rappelé, particulièrement investi. C'est assez enthousiasmant. Ce qui se passe, c'est que les intercommunalités sont dans des phases de fusion.
que contrairement à ce qui se dit, et moi je fais des visites toutes les semaines sur le terrain à la rencontre des présidents d'intercommunalités, j'y étais encore hier dans le Cher, la semaine prochaine en Ille-et-Vilaine, les choses se passent plutôt bien, mais il faut accompagner sur le terrain cette réforme qui sera réalisée au 1er janvier 2017. Donc je parcours la France et je découvre aussi la grande faculté d'innovation, d'expérimentation des territoires qui ne cesse de me réjouir. Quand vous dites « j'accompagne », ça consiste en quoi? Ça consiste à écouter les remontées de terrain. Quand on ne claque pas des doigts en disant demain 2 intercommunalités vont fusionner. Il y a des élus qui doivent reconsidérer leurs projets, les services publics, des fonctionnaires, et je veux les saluer, qui démontrent une grande énergie, une grande détermination pour mettre tout cela en place. Et sur un certain nombre de sujets dont je reconnais qu'ils ne font pas la une des journaux télévisés, mais qui sont extrêmement importants sur la facturation des ordures ménagères, sur les plans locaux d'urbanisme, sur les taux de lissage de fiscalité, etc. Nous envisageons un certain nombre de dispositifs dans la loi de finances qui vient, dans les textes précédents, pour faciliter la mise en œuvre quotidienne de ces fusions d'intercommunalités. Et je considère que c'est une partie importante de ce travail, d'aller à la rencontre des élus et de répondre à leurs interrogations. Alors, quand vous vous rendez quelque part, c'est parce qu'il y a un problème ou c'est à la demande du député ou... Alors, je me rends... Alors, ou du préfet, parce qu'il n'y arrive pas. Non, ça c'est assez rare. Il y a beaucoup de demandes de visites, de déplacements officiels par les parlementaires, et j'en profite à chaque fois pour rencontrer tous les présidents d'intercommunalités du département. Mais je crois que j'en ai fait peut-être 35 depuis le début du mois de mars. Donc je suis assez active pour aller sur le terrain. Mais justement, je veux dire, quels sont les critères de choix de vos déplacements? Critères de choix de mes déplacements. J'allais renvoyer ça sur ma chef de cabinet. Oui. Les critères de choix, c'est qu'on va dans le maximum d'endroits possibles, eu égard à des agendas parlementaires et ministériels qui sont aussi particulièrement chargés, parce qu'il y a une réalité de travail quand vous êtes secrétaire d'État. Il y a en fonction des députés qui peuvent avoir tel ou tel besoin d'inauguration auquel ils souhaitent que nous assistions. Il y a parfois, il faut se dire les choses, des rapports à la proximité à Paris. On a plutôt fait des déplacements en dehors des sessions parlementaires qui duraient 2 jours sur le territoire, mais globalement, tous les territoires, quelle que soit, je le dis, leur couleur politique, à partir du moment où ils souhaitent discuter de ces sujets, ils sont nombreux à vouloir en discuter. Si j'en crois la liste d'attente pour les déplacements, je m'y rends vraiment très volontiers. Alors, il y a une question qui jalonne la pré-campagne présidentielle, qui est l'administration territoriale et son devenir. Est-ce que l'idée de supprimer cette administration vous paraît réaliste, possible? Et d'autre part, est-ce que vous craignez des coupes sombres au niveau des postes? Alors, je ne sais pas si je la crois réaliste et possible. Ce que je sais, c'est que je ne la souhaite pas et je ne la crois pas souhaitable. Parce qu'il y a derrière cela finalement une remise en cause du fonctionnaire, en particulier du fonctionnaire territorial. Je crois qu'il faut vraiment, il faut vraiment sortir des caricatures. Je ne vais pas faire ce que tout le monde dit, mais qui est une réalité. Le fonctionnaire, c'est aussi l'infirmière, le médecin hospitalier, le gendarme, le policier et le fonctionnaire territorial. Et moi, je trouve qu'ils ont vraiment une utilité absolument incontestable sur les territoires, et que les fragiliser en expliquant qu'on allait mettre en extinction, ce qui est parfois indiqué le statut de la fonction publique territoriale, ne vise au final qu'à déstabiliser les collectivités. Donc je m'opposerai de manière extrêmement virulente à cette proposition. Et vous pensez y arriver? J'y mettrai tout mon poids, et je pense que je ne serai pas la seule, et que les fonctionnaires territoriaux sur ces sujets seront extrêmement mobilisés. Il y a des règles, des droits et des devoirs du fonctionnaire. Il y a aussi des règles de recrutement. Je crois qu'elles permettent aujourd'hui une gestion saine et transparente des collectivités. Je n'ai pas pour envie de retourner à des modes de recrutement contractuel qui, à l'époque, avaient été d'ailleurs dénoncés et qui parfois portent aussi une vision clientéliste. Et par ailleurs, ce n'est pas en fragilisant vraiment la perspective de carrière de ces agents que nous construirons des territoires forts. Donc je m'opposerai, oui, vous l'avez compris, avec un peu de poids sur cette question. Alors, sans aller jusque-là, il y a des
candidats qui disent qu'il y a trop de fonctionnaires territoriaux, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les départements ou à la région. Là-dessus, je vais répondre sur deux sujets. Moi, je trouve l'argument éminemment démagogique et populiste, le trop de fonctionnaires, trop d'élus, parce que généralement tout ça va un peu ensemble. La France n'aurait pas le visage qu'elle a s'il n'y avait pas 500 000 élus locaux et les fonctionnaires qui agissent au quotidien pour le bien-être de la population. Donc je trouve que c'est facile. Et deuxièmement, il y a dans ce pays un principe constitutionnel qui s'appelle la libre administration des collectivités. Donc les collectivités décident librement de la manière dont elles veulent administrer les choses, des projets qu'elles entendent conduire et des fonctionnaires et de la nature des postes de fonctionnaires qu'elles souhaitent ouvrir. Donc non, je ne suis pas du tout sur ces thèses. Très bien. Alors, dites-nous en quoi va consister d'abord cette... enfin, je pense que tout le monde le sait, mais il faut le rappeler, la mise en place des communautés d'agglomération et les problèmes qu'elles posent, notamment au niveau qui nous intéresse aujourd'hui, la parité. Alors oui, c'est un sujet, un certain nombre d'entre vous, et je veux vraiment vous remercier, m'avaient soutenu dans le discours que j'ai tenu au congrès de l'Association des communautés de France. J'ai redit que pour moi, je suis, vous l'avez dit, militante du fait intercommunal depuis que je fais de la politique. Je pense néanmoins que les intercommunalités sont à une intersection, à un carrefour sur deux sujets. La capacité pour elles de créer des solidarités entre leurs communes, c'est-à-dire qu'une commune pauvre dans une intercommunalité riche, ça n'est plus soutenable aujourd'hui. Et le deuxième sujet, et je l'ai dit tel que je vais vous le dire maintenant, c'est que la modernité d'un échelon, le progrès qu'un échelon peut porter, et je pense que l'intercommunalité est un échelon et moderne et progressiste, ne saurait se passer d'une féminisation des exécutifs communautaires. Et que faute de cela, on passerait vraiment à côté de ces deux sujets. Donc je militerai, je l'ai déjà fait, il y avait 2000 personnes dans la salle, on pourrait en témoigner, sur le fait que cet enjeu n'était pas un enjeu connexe à la montée en puissance d'une structure. C'était vraiment un enjeu qui devait être considéré d'ores et déjà. Le suffrage universel direct par fléchage a un peu aidé dans un certain nombre de territoires, mais comme vous le savez, les communes de moins de 1000 habitants n'étant pas sur un scrutin fléché, la vérité, c'est qu'il y a des conseils communautaires qui sont très masculins et des exécutifs communautaires qui sont encore plus masculins et des présidences d'intercommunalité qui sont quasi exclusivement masculines. Et moi, je vous le dis, j'ai un vrai malaise avec ça. Quand je suis devenue présidente d'intercommunalité en 2001, de mémoire, nous étions 6% de femmes à être présidentes d'intercommunalité, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui veut dire, entre nous, que quand les maires plutôt masculins choisissent leur président, il est rare qu'ils choisissent une présidente. Sur le second mandat, en 2008, nous étions, je crois, 6,9%, c'est-à-dire qu'au mieux, ce chiffre s'était stabilisé. Sur le mandat actuel depuis 2014, nous sommes encore aux alentours de 7 à 8% de présidence féminine. Progrès. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible non plus parce que vous avez aujourd'hui en France 26% de maires qui sont femmes et que tout ça, à un moment, finalement, s'organise en domino. Donc il faut, les unes et les autres, redire l'importance, qui n'est pas le supplément d'âme, de la féminisation des présidences d'exécutifs communautaires et de manière générale des exécutifs communautaires. Il faut extrêmement engager sur ce sujet parce que le combat est important. Et comme vous savez que les intercommunalités deviennent des vrais pilotes de l'aménagement du territoire sur le terrain, qu'il y a là des vraies crispations sur l'ouverture. Donc il faut continuer et je compte sur vous à plaider en faveur de cette ouverture. Ce qu'on appelle le législateur n'a pas été conscient de ça? Le législateur a quand même fait la parité dans les conseils municipaux. Non, mais dans les conseils municipaux. Il a abaissé le seuil, et ça fut un combat, des scrutins de liste qui, vous savez, précédemment étaient réservés aux communes de plus de 3500 habitants. Il les a abaissés à 1000 habitants. Pour ma part, j'étais favorable à ce que tous les scrutins dans toutes les collectivités soient des scrutins de liste. Mais comme vous le savez, on n'a jamais raison tout seul, ça c'est
point sur lequel je veux insister. Et surtout, à l'Assemblée nationale, il faut trouver un compromis, un consensus, une majorité. Et qu'il n'y avait pas sur ce sujet de majorité pour l'adopter sur des arguments qui étaient d'ailleurs plus ou moins, voire même moins recevables que plus. Il y a eu la parité sur la présentation des candidats aux législatives. Nul n'est dupe de la manière dont les choses s'organisent sur le terrain. Il y a fort à parier que dans les circonscriptions qui sont réputées ingagnables pour votre parti, il y ait plus de femmes que d'hommes qui soient présentés. Donc il y a des manières de contourner les textes, mais le législateur a fait progresser ce point. D'ailleurs, on m'oppose souvent le fait que la parité, ce n'était pas utile de le mettre dans la loi. Moi, je vous dis, hein, il y avait, je crois, sur la première assemblée nationale, il y avait 5% de femmes. Il y avait 33 plus tard, députés, et oui. il y en avait 6%. Si on n'avait pas fait la parité qui amène à un pourcentage de femmes aux alentours de 30%, nous en serions certainement encore extrêmement loin. Donc le législateur s'est saisi de ce sujet. Sur les intercommunalités, il s'est saisi du sujet intercommunal pour mettre plus de démocratie par le suffrage universel fléché, direct fléché. Moi, je suis depuis longtemps, je le redis ici, favorable à ce que les intercommunalités qui gèrent des compétences énormes, des services publics importants, qui pèsent sur l'organisation des territoires, qui gèrent des budgets vraiment colossaux et lèvent l'impôt, soient elles aussi élues au suffrage universel direct, sans fléchage. C'est ma grande conviction depuis plus de 10 ans. Les choses progressent parce qu'elles font s'organiser dans les métropoles et il faut continuer cette voie sur toutes les natures d'intercommunalité. Avec l'espoir d'y arriver. On a toujours l'espoir d'y arriver, Madame la journaliste, sinon on ne ferait pas de politique, on ne se lèverait pas le matin. Donc oui, il faut tenir les combats et les mener jusqu'au bout. Oui. Oui, ou alors est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que, même si on n'arrive pas au suffrage universel des petites agglos, est-ce que vous pensez que la fois d'après, les esprits ont évolué? Moi, je pense que les esprits n'évoluent pas par l'opération du ciel et qu'il faut qu'il y ait des élus, quelle que soit d'ailleurs leur génération, si je puis me permettre, qui militent et qui portent ces sujets partout où elles sont élues et qu'elles organisent, comme vous le faites aujourd'hui, des regroupements pour se dire que ensemble, toutes, nous avons de la force et que nous pouvons plaider tout ensemble sur ce sujet. Les idées qui marchent sans pattes, sans incarnation, je n'ai jamais cru qu'elles progressaient spontanément dans les esprits. Donc il faut que vous, nous, on continue à porter ces idées qui sont loin d'être majoritaires, je le redis. Vous allez porter la réforme de Paris, du statut de Paris, à l'Assemblée. Vous nous en dites un mot? Sur le statut de Paris, il y a plusieurs parties. C'est un portage par le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Aménagement du Territoire et le ministère du Logement. Il y a une partie, vous savez qu'aujourd'hui la ville de Paris est aussi un département, que ça n'a plus vraiment de sens et que ça ne parle pas aux Parisiens. Et l'idée est de fusionner ces deux structures pour finalement supprimer le département de Paris. Il y a un sujet de transfert de pouvoir entre la préfecture de police et la municipalité parisienne. Et il y a des sujets également sur les grandes opérations d'aménagement du territoire francilien. Est-ce que c'est une bonne chose que Paris soit un peu donjonisé dans avec ses pouvoirs accrus, alors que c'est la capitale? Il faut assumer plusieurs choses, mais une chose qu'il faut assumer dans ce pays, c'est que nous vivons dans un État décentralisé. Moi, j'ai été super choquée, un peu énervée, quand un candidat a expliqué qu'il voulait revenir sur l'article 72 de la Constitution qui vise la libre administration des collectivités. Moi, je vous le dis, nous vivons dans un État décentralisé qui donne de la force, de la puissance d'action au territoire, et il faut assumer cela. Et moi, je fais partie de cette génération d'élus, j'imagine que vous en faites également partie, qui considèrent que les élus s'engagent au quotidien de manière souvent très désintéressée pour faire progresser leur territoire. Donc il faut leur donner les moyens, les pouvoirs pour ce faire. Et moi, je trouve que de ce point de vue, ce texte est intéressant. Merci. Est-ce que vous souhaitez un peu expliquer l'apport de la création de ces intercommunautés, des intercommunautés? En une phrase, peut-être avant de répondre à vos questions. L'intérêt d'une interco, c'est de faire en sorte que les services publics soient organisés à l'échelle du bassin de vie des habitants.
c'est de coller au maximum au bassin de vie. C'est ce que vise la réforme, et de mes constats dans les déplacements officiels, nous nous en approchons. Est-ce que l'Interco va par exemple jusqu'à encourager ou stimuler la création de maisons de santé? L'accès aux soins est un sujet majeur pour les territoires, en particulier les territoires ruraux. Je vis moi-même dans une zone qui est en déficit de professionnels de médecins. Un certain nombre d'intercommunalités sont moteurs sur ce sujet, et je pense qu'en effet, ça permet d'éviter une concurrence qui est parfois malsaine pour attirer les professionnels de santé, les médecins en particulier, entre des communes. Je pense qu'une intercommunalité peut mieux faire valoir ses atouts, et par ailleurs faire en sorte que, imaginons une commune qui a une pharmacie, soit privilégiée dans l'implantation du médecin pour remplacer celui qui part, plutôt qu'une commune par exemple qui n'a pas de pharmacie, parce qu'on sait que tout ça est lié. Donc l'approche intercommunale, le zoom intercommunal est vraiment, à mon avis, extrêmement important. Et puis on voit que les intercommunalités qui, il y a 10-15 ans, portaient des grands projets structurants, arrivent sur des compétences du quotidien qui intéressent les gens, et ça c'est une bonne chose. Et c'est ça qui est essentiel dans cette création de... C'est ce qui est essentiel, et puis ça permet aussi, je trouve, que les élus se parlent. Globalement, il y a une recherche d'un compromis sur les intercommunalités, ça permet à chacun de faire un bout de chemin vers l'autre, et je trouve que c'est oui, c'est une belle échelle, et c'est une belle structure. Merci. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on a beaucoup parlé de parité, mais je pense que la question va revenir dans les interventions de la salle. Je ne vois absolument rien. Je vais changer de place, si vous permettez. Et je vais donner la parole aux participantes. Madame, je vous ai déjà entendu tout à l'heure, mais je suis sûre que vous avez des choses à dire encore. Vous voyez, vous ? Là-bas. Ah bon. On va essayer de faire tomber. Allez-y. Ok. Qui parle ? Alors, bonjour, Alice Rascoussier, conseillère municipale à Saint-Denis. Donc là, on va être en période d'élection, donc je pense que c'est le moment, nous les femmes, de prendre un peu le pouvoir. Vous avez parlé, Estelle, tout à l'heure, effectivement, pour les prochaines échéances, que dans chaque parti, on pourra remarquer que les circonscriptions réservées aux femmes seront celles qui ne seront pas gagnables. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, personnellement, je suis sur une circonscription où il va y avoir un ticket homme-homme, et donc je suis très en colère. Quelle stratégie mettre en place ? Est-ce que je m'abstiens de soutenir le ticket présenté par mon parti, ou est-ce que je me présente ? Voilà. Question stratégie politique. Mais vous étiez légitime ? Pardon ? Vous étiez légitime à briguer l'investiture ? J'avais proposé d'être suppléante pour qu'il y ait un ticket homme-femme. Et les arguments qu'on va me donner ne sont pas recevables. D'accord. Madame. Sur ce sujet, je ne connais pas la situation locale, mais je veux bien qu'on en discute. C'est pas que les femmes sont envoyées sur les pas gagnables, c'est que toutes les pas gagnables sont priorisées vers des candidatures féminines. Ça se passe un peu partout. Moi, je pense qu'il faut dire son fait, faire valoir l'organisation démocratique à l'intérieur d'un parti. Je rappelle qu'il peut y avoir des primaires, y compris sur... Enfin, il y a des désignations militantes sur notamment le Parti socialiste qui fait voter ses militants. Donc, il faut y aller, convaincre et cranter. De toute manière, il ne faut pas faire en sorte que le débat échappe, y compris aux militants socialistes qui... Objectivement, pour ce que j'en connais, sont assez sensibilisés sur ces sujets. Donc il faut pas mettre le sujet sous le tapis. Voilà. Et moi, je suis assez d'accord sur le fait de dire qu'il ne faut pas sortir des cadres. Non, mais parce que sortir des cadres, se présenter à contre, etc., je ne suis pas sûre qu'à terme, ce soit ce qui valorise une candidature féminine. Donc moi, je crois qu'il faut lutter prioritairement dans les instances dans lesquelles on peut le faire. Et en l'occurrence, les partis sont aussi un bon espace de régulation sur ces questions. Dans votre cas personnel, votre investiture a été une évidence en 2012 ?
je crois que les premières investitures, franchement, sont jamais vraiment d'évidence. Elle a objectivement pas posé de problème. Mais non, voilà. On a considéré, les militants de mon parti ont considéré qu'il n'y avait pas forcément de candidature mieux placée et n'ont jamais vécu la candidature à travers le prisme c'est une femme ou c'est un homme. C'est ça, mais c'était la question. Non. Madame? Oui. Bonjour. Je voudrais plus qu'une question porter un témoignage. Je m'appelle Ghislaine Pascal. Je conduis la délégation de Martinique. Arriver ici a été vraiment un parcours du combattant. Madame Gaulier, vous devez avoir certainement un courrier avec le nom de Ghislaine Pascal en haut, association prospective, pour arriver ici, puisque nous vous avons appelé à notre secours pour avoir le financement. Ce que je veux dire, c'est que pour participer aux Journées nationales des femmes élues, les femmes de la communauté d'agglomération du pays Nord Martinique, Cap Nord Martinique, ont dû mettre de leur poche, payer, même si le billet d'avion nous a été offert par notre communauté d'agglomération, pour certaines, et pour d'autres par l'association des maires. Nous avons voulu, parce que nous venons de 8000 km et nous avons 6 heures de décalage, nous avons voulu amortir notre déplacement en faisant un tour par Strasbourg et par Bruxelles, où nous avons visité les institutions européennes. Pour cela, les femmes, permettez-moi de leur demander de se lever, et s'il vous plaît, et nous avons été aussi accompagnés par des hommes, vice-présidents de la communauté d'agglomération du pays Nord Martinique, qui nous ont fait confiance et qui ont cru en notre projet. J'ai la conviction, ce qui me concerne, certainement parce que je suis professeur dans la vie de tous les jours, et que j'ai l'habitude de conduire des délégations d'élèves à la découverte d'institutions européennes, j'ai la conviction, et ça c'est moi, que c'est en venant s'imprégner dans des lieux comme ceux-là que les femmes peuvent se lever. En Martinique, nous avons été amenées toutes, chacune d'entre nous, par un homme qui a fait appel à nous pour nous mettre sur une liste, soit une liste municipale, soit sur une liste de communautés communautaires, d'agglomérations communautaires, mais une fois là, silence radio. Silence radio. Mes collègues, les autres sont peut-être plus timides. S'il vous plaît, Patricia, Madame Colère, Monsieur Labridi, les autres ne sont pas venus avec la communauté d'agglomération, mais je les ai un petit peu incitées. Elles sont prises en charge soit par leur ville, soit par la collectivité territoriale. Oui. Donc, le premier vice-président a toujours cru en ce projet. Malheureusement, il est souffrant, il n'a pas pu venir. Mais il y a un homme, M. Labridi, qui se sent particulièrement isolé. Je ne sais pas où il est. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Merci. Tout cela pour vous dire que je veux rendre hommage à ces dames qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance, et je veux le leur dire, qui ont accepté de me suivre dans ce que beaucoup de personnes ont considéré comme une folie. Mais je sais et j'ai la conviction que c'est comme cela que nous arriverons. Je ne sais pas si nous reviendrons l'année prochaine, parce que cette année, nous nous sommes endettés. Nous avons même, certaines ont pu se faire prendre en charge par leur ville. La mienne a refusé, j'ai payé de ma poche. D'autres ont fait un crédit en payant 2 fois sans frais, ou 3 fois sans frais. Nous avons demandé cela. Nous avons demandé cela. Merci. Donc, merci beaucoup de nous accueillir. Et puis, madame, je vous rappelle simplement le courrier que vous avez dans votre parapheur. Merci. Merci pour ce témoignage. Oui, Madame. bonjour, Nathalie Ropsis, conseillère départementale des Ardennes. J'avais une question. Que pensez-vous de l'avenir de l'existence des départements au vu de la multiplicité des agglomérations? Donc dans les Ardennes, Ardennes Métropole, c'est quasi la moitié du nombre d'habitants du département. C'est une bonne question et aussi l'occasion de souligner que nous avons révisé le mode de scrutin
des départements pour constituer des binômes et faire en sorte que les femmes rentrent quasi majoritairement dans ces assemblées, puisque maintenant il y a moitié hommes, moitié femmes. Vous parliez de ce que le législateur avait fait. Pour avoir assisté aux débats d'ailleurs qui ont amené à ce nouveau scrutin, je peux vous assurer qu'il y a, je pense, quelques pépites dans les débats parlementaires à ce sujet. Sur l'existence du département, vous savez qu'il y a eu un débat sur le maintien ou pas des départements dans le cadre du débat sur la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qu'on est arrivé à une position d'équilibre, alors qui ne satisfait peut-être pas ceux qui voulaient la suppression du département, ni ceux qui voulaient son renforcement. Mais je crois que ce débat a eu lieu en disant qu'il faut un échelon intermédiaire dans des régions agrandies qui s'occupent des solidarités sociales, des solidarités territoriales. J'ai la conviction que cette structure est là pour longtemps. Il faudra peut-être regarder si c'est... Vraiment ? Non, mais je vous le dis, je le dis à tous. On m'a suffisamment reproché, la presse nationale en tête, d'avoir assumé le fait que j'ai applaudi aux propos de Manuel Valls quand il avait demandé la suppression, dans son discours de politique générale, du département. La vérité, c'est que quand les régions ont été agrandies, il manquait un échelon intermédiaire entre des intercommunalités qui n'étaient pas encore complètement arrivées à maturité et des régions qui étaient trop grandes. Néanmoins, dans le texte, ce qui a été dit, c'est une partie de votre question. Ce qui a été dit, c'est que dans les départements où il y a des métropoles, les métropoles doivent prendre 3 parmi 7 compétences qui étaient précédemment des compétences départementales. Donc on voit bien la tendance. Je vous dis simplement qu'il faut aussi que, si on doit faire évoluer cet échelon intermédiaire, il y ait des voix qui s'expriment en cette faveur, qui étaient des voix quand même assez minoritaires à l'Assemblée nationale. Le résultat, ça a été ce compromis et cette solution d'équilibre, et qu'il faut que chacun fasse savoir son point de vue. Je considère, à titre personnel, j'insiste sur ce point, qu'il faut faire évoluer cet échelon intermédiaire. Il faut le faire, il faut prendre en considération la montée des intercos notamment, mais que ça ne se fera pas sans des débats nourris et sans aussi des prises de position audacieuses et courageuses de ceux qui pensent aussi que cet échelon intermédiaire doit évoluer. D'après vous, ça va prendre combien de temps ? Moi, j'ai donné ma position au moment où il a fallu la donner. J'ai donné mon point de vue. J'ai soutenu ce qui avait été annoncé, à savoir une suppression des départements. À un moment, c'est vrai qu'avec la reconfiguration des régions, il manquait cet échelon intermédiaire. Ma position, elle est connue. Il faut juste se dire les choses en grande lucidité. Elle est extrêmement minoritaire. Bonjour, maire de Tonnerre, Dominique Aguilar, je suis là. Vous êtes une militante engagée sur l'intercommunalité. Vous indiquez que l'intercommunalité doit peser sur l'organisation des territoires, que également ça doit coller au bassin de vie. Comment fait-on lorsque la ville-centre n'est pas dans l'exécutif de l'intercommunalité ? J'allais vous dire que vous êtes là dans une situation tristement originale. Je me doute qu'elle répond à des enjeux politiques particuliers que je ne connais pas d'emblée. Sortir la ville-centre de l'exécutif de la présidence de l'intercommunalité auquel elle fait partie n'est pas de bonne pratique. Alors donc, puisque vous faites des remontées de terrain, je vous invite à venir donc dans notre département, dans mon interco, la communauté de communes, le Tonnerrois en Bourgogne, donc à Tonnerre, dans l'Yonne, la communauté de communes, le Tonnerrois en Bourgogne. Donc je suis Dominique Aguilar, maire de Tonnerre. Merci. Bonjour. Alors moi je suis une élue d'une toute petite commune de 900 habitants dans les Vosges, à Chemouzet. Et comme ma collègue, je suis solidaire parce que moi non plus, ma mairie ne me finance pas. Et je crois que c'est le propos de beaucoup de femmes qui sont élues effectivement dans les petites communes qui n'ont pas accès à ce genre de formation. Donc voilà. Ma question, c'est un peu comme ma collègue des Ardennes, c'est de savoir quelle est votre opinion sur les petites communes. Parlez près du micro, s'il vous plaît. Sur les petites communes, sur nos petites communes rurales.
sur l'avenir de ces communes, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup le sentiment que beaucoup de mesures sont prises pour des structures où il y a une forte densité de population. Et c'est vrai que quelquefois, on a beaucoup de mal à mettre en place les indications. Les intercos qui sont dans des bassins de vie, celle de l'agglomération d'Épinal va concentrer 116 000 habitants. Le bassin de vie est vraiment extrêmement vaste parce qu'il couvre quasiment le tiers du département des Vosges. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et on a bien conscience qu'en dessous de ce chiffre de 100 000 habitants, nous n'existons pas. Donc on a conscience qu'il faut atteindre ce chiffre. Mais pour autant, en tout cas dans le cadre de la grande région, c'est quand même très difficile d'exister si nous ne faisons pas. Mais c'est vrai que nous, petites communes, on a de plus en plus de mal à trouver notre place dans ces structures. C'est un vrai sujet que vous posez. Moi, ma conviction, contrairement à peut-être ce que ça pourrait laisser penser, je suis aussi élu municipal, puisque comme vous l'avez compris, je suis élu communautaire, toujours. Je considère que c'est vraiment du choix des élus, notamment si vous visez les regroupements de communes. Il y a un certain nombre de communes qui ont souhaité se regrouper par un texte de loi qui ne visait pas à rendre ça systématique, qui visait simplement à répondre à une certaine demande des élus qui disait quand on veut fusionner des communes, petites ou grandes d'ailleurs, c'est vraiment impossible au plan administratif. Donc on voulait finalement soulager cette procédure. Moi je vous le dis, personne dans ce pays ne supprimera les communes, personne. Le mécanisme restera de manière volontaire et je pense que pour les maires des petites structures que vous indiquez, mais qui ont tout le rôle de lien social, de rapport à la population, éventuellement de renvoi des politiques communautaires vers la population, font ce lien entre les deux, ces maires ont tout intérêt à se faire entendre de manière importante dans les conseils communautaires. Moi, je n'aime pas la dissociation commune-interco. Parce que les conseillers communautaires sont des conseillers municipaux. Et moi, je suis désolée, mais quand vous êtes maire d'une commune de 300 ou 400 habitants, vous avez voix au chapitre dans un conseil communautaire, tout est autant que les autres. Ça ne veut pas dire que parce qu'on pense un truc, ça va se réaliser, mais vous avez la capacité à parler. Moi, je vous invite vraiment à saisir cela. Vous êtes issu du suffrage universel direct. Ce que vous pensez mérite d'être traduit et pris en compte par votre interco. Mais s'agissant de la pérennisation des communes, franchement, ça durera longtemps et très longtemps. Et c'est souhaitable. Bonjour, Judith Leray, élue municipale et communautaire à Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique et élue communautaire jusqu'au 1er janvier prochain, puisque fusion de 2 intercos. Et là, je vous interpelle par rapport à votre souci de démocratie et de parité, puisque cette fusion va éliminer une partie des élus fléchés il y a 2 ans et demi. Donc, pourquoi avoir précipité ces fusions et ne pas avoir attendu une mise en place et une régularisation jusqu'au prochain mandat? Puisque du coup, là, la grande partie des femmes sautent à la prochaine fusion et idem pour les minorités, ce qui est mon double cas. Et femmes et minoritaires, donc je ne fais plus partie du prochain conseil communautaire, tout en ayant été fléchée et élue il y a 2 ans pour ça. C'est une situation que je connais bien, puisque vous êtes un certain nombre à m'en faire part. Ça pose aussi le sujet, d'ailleurs, je le dis, dans le cadre de la réforme territoriale des fusions de communes ou des fusions d'intercommunalités, de savoir qui préside aux destinées des structures fusionnées. De mon retour assez empirique des choses en rencontrant les élus, et parce que par tradition, c'est celui qui risque d'être élu ou qui va être élu en janvier qui prend la parole pour expliquer les projets aux membres du gouvernement que je suis, je pense qu'un certain nombre de femmes sur les présidences vont payer un peu la réforme territoriale. Non mais attendez, ça c'est le premier sujet, pour aller dans votre sens. Pourquoi ne pas attendre 2020? C'est un autre sujet. C'est que des réformes, on les vote jamais. La réforme territoriale, ça faisait 20 ans qu'on en reparlait. On les fait jamais. Et puis on attend que la mise en place se fasse par d'autres. Donc moi, j'ai été assez acharnée sur le fait de dire qu'il faut qu'elle se passe au 1er janvier 2017, notamment parce qu'il faut élaborer des projets à la bonne échelle pour les habitants. Le sujet que vous posez est aussi celui que j'ai indiqué en introduction. C'est qu'à partir du moment où, j'imagine, il y avait 2 délégués communautaires et que le premier était un homme parce que maire et le deuxième pouvait être une femme parce que Shabadabada et deuxième une femme,
vous vous retrouvez finalement à n'avoir une représentation que par les maires. Et il y a un sujet, c'est que 26% de maires femmes dans ce pays, sur 35 000 communes, voilà, vous allez me flinguer ma journée. Donc c'est encore, si 16 est confirmé, c'est absolument nécessaire de briguer aussi les présidences d'exécutifs municipaux. Parce que ça, à un moment donné, il y a plusieurs sujets sur lesquels vous pouvez peser. S'il vous plaît. Si vous faites des plateformes, par exemple, demain pour les élus, quels qu'ils soient, sur la présidence, il y a le sujet du suffrage universel direct, scrutin de liste sur les moins de 1000, et ça fait une différence sur le scrutin intercommunal. Il y a un sujet qu'il faut plaider, notamment auprès des partis plutôt, pour que des femmes maires soient plus nombreuses. Et il y a un autre sujet, celui-ci n'est pas passé à l'Assemblée nationale en dépit des amendements qui ont été déposés, c'était de soutenir la parité dans l'exécutif communautaire, ce qui déjà améliorerait nettement les choses. Mais pour cela, il faut que les intercommunalités soient plus paritaires dans leur constitution. Et ça suppose de faire sauter le verrou du scrutin de liste pour les communes de moins de 1000 habitants. C'est ainsi que les choses sont. Bonjour, Oui. je suis Et après, je voudrais que Sandrine. madame prenne la parole. Oui, D'accord, allez-y, je madame. suis Sandrine Chernot, je suis conseillère de Paris. Je ne pouvais pas laisser dire que la réforme du statut de Paris, c'est pour donner encore plus de pouvoir à Paris, c'est pour remettre Paris dans le droit commun, c'est important de le dire. Nous n'avions pas l'ensemble des mesures dont dispose un maire de manière classique, avec un sujet par exemple très important qui est la lutte contre l'habitat indigne que nous menons à Paris depuis 2001. Nous étions dépendants de la préfecture de police pour des arrêtés que d'autres maires pouvaient prendre par ailleurs. Voilà, donc et surtout, je voulais insister sur le fait que du pouvoir aux collectivités, ce n'est pas un danger, parce que je pense qu'avec les enjeux que nous avons, les collectivités doivent être des actrices de ce que nous devons porter, et c'est bien par exemple par une politique d'achat de véhicules propres, que les collectivités vont obliger les transporteurs à modifier leur conception de véhicules, et qu'un maire a autant de pouvoir qu'un autre élu, et c'est important de le dire parce que très souvent on renvoie ça à la représentation nationale, alors qu'en agissant localement, nous pouvons agir. Sur l'intercommunalité, moi je voudrais insister sur deux choses. Ça va dans le bon sens parce que je parlais des enjeux auxquels nous allons être confrontés. La pollution ne s'arrête pas à la frontière de chaque collectivité, et c'est bien par l'intercommunalité que nous répondrons aux enjeux qui parlent à nos concitoyens. Mais nous avons un sujet sur qui peut passer du temps pour se connaître et se comprendre. Une intercommunalité, c'est rencontrer des gens que nous ne voyons pas forcément au quotidien et que nous ne connaissons pas, et ça nous renvoie au statut de l'élu et à la nécessité d'avoir du temps et de pouvoir prendre le temps de bâtir les choses ensemble. Et c'est une question que l'on aborde à chaque élection et que l'on repousse. Dernier sujet, la métropole de Paris n'est pas exemplaire sur la parité parce que, y compris les collectivités qui ont pu envoyer 3 à 4 membres, n'ont pas envoyé de femmes. Et donc l'enjeu sera effectivement d'imposer la parité sur ces métropoles et sur ces futures communautés. Merci. On en est bien conscient. Juste un mot sur votre première intervention. C'est vrai, mais moi, quand je parle de renforcer les pouvoirs de la maire de Paris, en l'occurrence, puisque c'est ça dont on parle, vous pouvez me rectifier. Vous n'avez pas forcément... Non, je dis simplement qu'on part d'un état actuel et le texte, une fois adopté, renforcera de fait les pouvoirs de la municipalité de Paris. Que cette municipalité retrouve des pouvoirs de toutes les communes de France est certainement l'objet du texte, mais c'est ce que nous visons. C'est juste sur ce point. Sur le reste, je vous ai entendu. Bon, je peux poser ma question? Bien, bonjour, Claude Duchesne. Je vous remercie, madame, de bien vouloir répondre à nos questions et d'être présente aujourd'hui. Je suis à sur trois volets, un petit peu. Vous êtes ma référente, en fait, sur 3 volets, puisque je travaille au département de l'Hérault en tant que fonctionnaire. Je suis élue dans une petite ville de 2700 habitants, adjointe au social, et je suis vice-présidente de l'agglomération du Pays de l'Or sur l'eau et l'assainissement. Je dois dire que tout à l'heure, vous nous avez dit que tout se passait à peu près bien.
Je ne voudrais pas être le vilain petit canard, mais chez nous, ça ne se passe pas très bien. Le département est en train de se faire manger par la métropole de Montpellier. Nous n'avons pas trouvé de consensus, nous n'avons pas eu beaucoup d'aide, à vrai dire. Et j'aurais aimé que vous veniez nous voir. Aujourd'hui, nous perdons donc toutes nos compétences, puisqu'il n'y a pas eu d'entente sur les 3 possibles. Au niveau des départements, donc en tant que fonctionnaire, on a donc de gros problèmes et on se pose vraiment tous des questions sur notre avenir, puisque la métropole est en train de nous manger. Sur ma commune de 2600 habitants, de gros problèmes financiers. Ça, j'en suis désolée. On est tous élus dans les petites communes et on voit bien qu'on manque financièrement pour avancer, pour faire des travaux, même de survie, hein, puisque nous sommes une commune, entre autres, inondable. Et puis au niveau de l'agglomération, alors là, moi, j'attends vraiment que vous veniez à notre secours, car notre agglomération, qui a été une des premières communautés de communes, qui est devenue une agglomération, qui est sur le littoral, à la Vasse, la Grande Motte, Carnon, ça doit vous parler. Nous sommes juste contre Montpellier. Montpellier veut nous manger parce que nous avons les ports, le littoral, la montagne, l'aéroport. Et nous avons fait un autre choix. Nous voulons partir vers le Gard, vers le Gros-du-Roi, Port-Camargue, parce qu'ils sont semblables à nous. Et aujourd'hui, nous avons la pression du préfet qui nous dit non. De toute façon, ce n'est pas vous qui aurez raison, c'est moi qui choisirai. Merci. Est-ce que vous pouvez répondre, madame? Je vous remercie. Simplement, vous avez là 3 collaborateurs, vous avez Florence, vous avez Athé et Nicolas. Donc si vous avez un sujet particulier, n'hésitez pas à aller leur donner leur carte. Je veux juste dire un mot un peu général. On ne peut pas, dans une intervention, dire il faut faire confiance au territoire, ce qui est ma position. C'est dans les territoires que s'élaborent les solutions du quotidien et qu'on répond aux habitants. Et d'un autre côté, même si je connais la situation que vous évoquez, demander à ce que finalement l'État soit celui qui fasse en sorte que les élus se parlent. Ça ne veut pas dire que je ne discuterai pas avec vous de la situation, ça veut dire qu'il faut que chacun se renvoie à sa propre situation et que le débat entre élus qui est nécessaire pour animer les territoires ne peut pas être arbitré par l'État. Je pense que dans un État décentralisé qui fonctionne bien, ça ne peut pas être arbitré par l'État sur la situation que vous évoquez, mais pour laquelle je reste à votre disposition, y compris pour une visite, il n'y a pas de sujet. Bon, pardonnez-moi, Babette de Rosière, guadeloupéenne, élue, conseillère régionale, chargée de la cité de la gastronomie auprès de la présidente de la région. Ma question est très simple. Je suis heureuse de savoir que vous vous occupez des collectivités et ma question est la suivante. Comment entendez-vous aider les collectivités des Outre-mer? C'est une seule question. Sur les collectivités des Outre-mer, elles ont fait un formidable travail de remontée d'informations. Et comme vous le savez, puisque je crois qu'Erika Bareitz, la ministre de l'Outre-mer, vient d'annoncer les mesures, il y a des mesures spécifiques pour ces départements qui vont être adoptées dans le projet de loi de finances. Donc je vous y renvoie et je suis prête à les développer point à point dans un rendez-vous particulier. Madame Grelier, Madame Auxerre, j'avais Martha de Cidrac, je suis là. Oui. Martha de Cidrac, je suis maire adjointe à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, élue communautaire et également référente élue locale dans les Yvelines. J'avais en fait 2 observations et pourquoi pas une proposition à vous faire, mesdames. Je reviens sur le sujet de la parité. Lorsqu'on parle de parité, on le voit, même vous, Madame Auxerre, tout à l'heure, lorsque l'une de nos collègues a parlé, nous a exposé le fait qu'elle souhaitait briguer un mandat, vous lui avez dit « Êtes-vous légitime ?» J'aimerais vraiment... Non, vous m'avez mal compris. Non. Je termine, excusez-moi, je termine. Donc j'aimerais vraiment que nous, les femmes, toutes collectivement, on n'oppose pas parité à compétence et légitimité. Je pense que c'est déjà un bon début et je crois que nous sommes toutes d'accord là-dessus. La deuxième observation que je voulais faire, lorsque Madame Grelier a renvoyé certains de nos collègues, briguant également des mandats, en leur disant écoutez, le plus pertinent serait que vous restiez au sein des partis, que vous vous adressiez à vos instances partisanes, quelles qu'elles soient. Moi, j'ai juste une petite question, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des investitures, les investitures ont un sexe, en revanche, les adhésions n'en ont pas. Et moi, j'aimerais quand même finir sur une petite proposition un petit peu provocante en disant, et si les femmes, finalement, on n'adhérait plus au parti, en disant, tant que notre parti ne sera pas paritaire,
et n'investira pas autant de femmes que d'hommes, eh ben, pourquoi est-ce que nos partis ne nous autoriseraient pas à ne plus cotiser? Merci. Alors, attendez, moi je vais vous répondre parce que ma question... Madame, vous permettez que je vous réponde? Quand je demandais à cette intervenante si elle était légitime, ce n'était pas en tant que femme, c'était pour savoir si sa position, son militantisme justifiait une investiture. Voilà. Non mais, je voudrais que Madame prenne la parole. Juste sur ce point, parce que moi j'entends les effets de manche et les effets de tribune, mais... Non. Laissez-moi... C'est l'important de montrer que les femmes peuvent aussi débattre et avoir des options divergentes. Je crois qu'on a intérêt les unes et les autres à dire que ça n'est pas parce que nous sommes femmes que nous pensons exactement la même chose. Je pense que ce serait contre-productif par rapport à ce que nous pensons les unes et les autres. Je veux dire qu'on peut faire la chaise vide à titre personnel. Et chacun peut avoir ses convictions. Je pense que ce n'est pas le meilleur des moyens pour obtenir ce que nous recherchons. Et que ce n'est pas en ne livrant pas les combats, désolé de vous le dire, que nous allons les gagner. C'est ma conviction la plus profonde. Et quant aux partis qui proposent ou pas des candidatures, le parti auquel j'appartiens présentera des candidatures exactement paritaires. Le sujet est nettement plus fin que cela. Il faut se battre pour que dans les circonscriptions qui sont gagnables, il y ait le maximum de femmes pour renforcer la présence des femmes à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais cru à la politique de la chaise vide. Je voudrais juste préciser ce point sur ce sujet. Madame? Oui. Concernant donc les intercommunalités, elles s'agrandissent de plus en plus, ce qui fait que c'est tout nouveau, ça déstabilise complètement les vice-présidents qui n'ont a priori pas les outils ou pas l'expérience ou pas les compétences, ce qui fait qu'on arrive à des choses qui sont parfois incohérentes. Ceci dit, les intercommunalités amènent aussi à des déplacements de compétences. Qui dit déplacement de compétences ou transfert de compétences, dit transfert de personnel, dit transfert de bureaux, dit automatiquement construction pour, soi-disant, une entité qui doit recevoir tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi on investit autant de millions et de milliers d'euros pour un urbanisme qui n'a pas lieu d'être, parce que finalement les mairies vont devenir des boîtes vides, vont pouvoir faire de l'immobilier et loger des gens, puisque les bureaux se vident. D'autre part, on va sur les mutualisations aussi des achats. Et moi, je voudrais quand même interpeller là-dessus, parce que j'étais une petite entreprise. Je ne comprends pas qu'on veuille mutualiser, donc on veut recréer des monopoles, et au détriment des petites entreprises locales. Et ça, c'est très grave. Et quand j'en parle à la commission à laquelle je suis allée, les fonctionnaires, je ne les critique pas, mais bon, ils ont leur statut, ils ne comprennent pas que quand ils vont faire leurs achats, c'est parce qu'il y a des entreprises qui sont là. Et donc ça, c'est très grave de vouloir à tout coup mutualiser sous un prétexte de première intention de faire des économies, ce qui est archi faux au niveau des villes. C'est pas vrai. Oui, alors sur ça, on est vraiment dans ce que les élus décident et dans ce que les fonctionnaires organisent. C'est vraiment une décision d'élus. Moi, je rencontre un certain nombre de collectivités qui sont précisément sur des contraintes sur leur marché public qui permettent de favoriser l'achat local et l'achat sur un périmètre beaucoup plus restreint, tout en respectant le code des marchés publics. Donc j'allais vous faire une réponse dont j'ai conscience qu'elle sera insatisfaisante, mais qui est vraiment à la politique d'achat que conduisent les municipalités auxquelles vous faites référence. Au fond. Mais il n'y a pas de compte. Non, mais attendez. On peut être les outils. Moi, non, mais on peut être contraint à beaucoup de choses. On peut aussi se prévaloir de contraintes qui n'existent pas. Il n'y a pas de contraintes de l'État dans l'organisation des politiques d'achat des communes. D'accord, merci. Je vais apprendre. Allô. Merci. Oui, au fond de la salle, là, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole.
Bonjour, je viens de Marseille, je suis conseillère municipale et d'arrondissement dans les quartiers nord de Marseille. Et je me pose la question sur le groupement de territoire métropolitain. Aujourd'hui, on vit des difficultés qui sont inadmissibles sur les territoires dits difficiles. Je suppose qu'il y en a partout des territoires difficiles, mais je pense que les quartiers nord de Marseille ont fait assez parler d'eux. Et je pense que les grandes difficultés que nous avons actuellement dépassent l'entendement. Comment on peut mettre en difficulté la politique de la ville et mettre en place des politiques de la ville qui sont des annexes, je dirais, de petites, je dirais de petites piqûres depuis des années qu'on nous fait et où nous vivons entre nous. La métropole, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cadre-là, comme égalité de territoire? Parce que nous, ça fait 35 ans qu'on est abandonnés dans les territoires et qu'on nous laisse dans cet état. Quand est-ce qu'on va sortir de cette situation? Quand on s'engage femme en politique dans les quartiers nord, je peux vous dire que c'est pas de la rigolade. Et quand on y vit, c'est un quotidien inconcevable. Voilà, donc je vous dis une chose, c'est que aujourd'hui, la majorité des élus sont partis de ces territoires. Ils y sont toujours élus. C'est très rare les élus qui y habitent et qui ont leurs enfants dans les écoles de ces quartiers. Je peux vous dire que c'est très, très dur d'y vivre, très, très dur d'y survivre. Donc, qu'est-ce que vous imaginez pour ces territoires-là qui sont abandonnés par la République et qui aujourd'hui rejaillissent à la figure de beaucoup de gens et qui demain, oui, au niveau de la jeunesse, on a oublié la jeunesse dans ces territoires. Il faut faire vite parce que c'est urgent, très très urgent. Merci madame. Juste une précision, c'était la dernière question parce que nous devons libérer la salle, mais madame Grelier va vous répondre. Ce que je peux répondre, c'est que ma conviction, c'est que c'est mieux de vivre dans notre territoire d'élection. C'est ça, que nous soyons femmes ou hommes, c'est toujours mieux d'y vivre. Sur la question de la politique de la ville, beaucoup a été fait sur les programmes de renouvellement urbain, mais votre question, et ce n'est pas l'objet de témoigner d'une réalité que vous connaissez et que je ne connais pas. En revanche, je rebondis sur un des propos liminaires, c'est que la métropole, elle a pour objet de réorganiser la solidarité entre les communes. Et ce sera sa mission. Et si elle échoue, eh ben, il faudra la sanctionner sur ce point. Mais je pense qu'il y a là l'objet de considérer chacun dans sa spécificité, au-delà des programmes politiques de la ville que vous avez évoqués. Et après, sur le sentiment d'abandon, on ne fait certainement pas assez, on ne fait certainement jamais assez, mais des choses se sont faites avec vraiment des réhabilitations de logements qui ont aussi visé la ville de Marseille, qui sont importants. Peut-être insuffisants, mais importants. Donc, à votre disposition sur ce sujet, mais j'ai une grande confiance dans la métropole sur ce thème. On va devoir arrêter, et je vais vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, ce qu'on voit sur ce thème de la réforme territoriale, c'est qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de changements qui sont très rapides dans les territoires, et de votre part, beaucoup d'attentes aussi en face de toutes ces questions et de toutes ces réformes donc, qui arrivent très vite. Madame la ministre, vous vouliez dire un mot de conclusion? Vous remercier, vous dire que je suis à votre disposition dans les territoires, parce que j'ai vu que les questions étaient extrêmement pointues parfois, et je me tiens à votre disposition, et saluer ce que j'aime et j'apprécie beaucoup dans les assemblées de femmes élues, c'est la franchise de nos rapports. Non mais c'est vrai, on se fait soutenir quand on est d'accord, huer quand on l'est moins, et sachez que moi c'est ainsi que je conçois les relations publiques, avec un peu plus de transparence, et certainement des débats qui ont été des débats très techniques, mais sur lesquels nous avons les unes et les autres notre point de vue. Donc ne changez pas, mais aidez-nous à faire valoir la voix des femmes et la présence des femmes dans toutes les collectivités dans lesquelles elles doivent être présentes de manière plus nombreuse. Et vous m'aurez à vos côtés. Merci de votre vivacité.